Mes amis, j'ai proposé hier une capsule qui a suscité pas mal de commentaires sur le jupitérisme de la grande bourgeoisie parisienne et la façon dont moi je l'avais combattu, c'est-à-dire en sortant du salariat et en devenant entrepreneur puis employeur. Merci de vos commentaires dont 99% j'ai été épaté par leur qualité. Je vous fais de premières réponses puisque je vous ai promis une série itérative. Je vais essayer de parler très peu de temps, moins de 15 minutes, moins de 10 minutes idéalement, pour répondre à certaines questions, mais vous avez compris que je vais feuilletonner et vous ne voyez qu'une de mes mains parce que l'autre tient un réflecteur. J'ai décidé de faire une installation expérimentale pour améliorer un peu la lumière de mes vidéos. Voilà un premier point. Je vais répondre à la question comment remplacer la grande bourgeoisie parisienne qui est obsolète, dépassée, mais qui se gonfle, qui fait le pan et qui se pense indispensable au pays alors qu'elle l'étouffe, qu'elle l'étrangle avec son jupitérisme, nous pensons, vous obéissez. On va vous faire un plan stratégique génial dans notre coin et puis vous allez le découvrir, vous allez vous pâmer tellement il est génial et vous allez obéir. Et d'ailleurs, le plan stratégique qu'on a prévu pour vous, mes amis, dans l'entreprise, c'est que vous allez obéir à l'avenir. Les idées, ce sera pour nous et vous serez juste chargé de les exécuter et surtout, vous n'aurez aucune forme d'initiative. Ça, on connaît ça par cœur. C'est l'image même, la caricature du jupitérisme de la grande bourgeoisie parisienne qui se trouve chaque fois plus géniale. On sait tous que dans un monde parcouru par les réseaux sociaux avec un niveau de diplôme qui s'est élevé pendant 30 ans, ce système-là est complètement obsolète, complètement dépassé, surtout que quand on connaît les grands bourgeois parisiens, ils en sont encore à croire que Facebook, ça sert à poster des photos de famille en vacances et rien d'autre. Ils n'ont toujours pas compris comment ça marchait le truc. Donc ces gens-là sont dangereux, ces gens-là nous tirent vers le bas. Et j'ai dit hier que la France ne se moderniserait que si nous étions capables, d'une façon ou d'une autre, de les remplacer, de les grands remplacer. J'ai eu plusieurs remarques, des remarques que je note. D'abord, deux questions importantes que je vais traiter dans le feuilleton. Une question sur illustrez-nous ce que ça donne dans les entreprises, ce système. Beaucoup m'ont dit, on en a aussi vu dans l'administration. C'est une question importante, je dirais, il y a trois questions. Il y a cette question-là, est-ce que vous pouvez nous donner des illustrations, des visions, des analyses de ce système de grande bourgeoisie jupitérienne qui prend les salariés, y compris les cadres supérieurs, pour de la merde, excusez-moi d'être vulgaire, s'ils n'ont pas fait Polytechnique. Je retiens cette question, on y reviendra, j'en parlerai. Il y a une deuxième question qui, moi, m'a semblé très importante, c'est celle des sous-chefs. En réalité, il y a la grande bourgeoisie, mais il y a plein de gens qui n'en font pas partie et qui espèrent en faire partie et qui vendent leur âme pour en faire partie. Je vais parler des cercles excentriques de la caste, puisque en réalité, la caste, je ferai un papier là-dessus, la caste, c'est à la base quelques dizaines, quelques centaines de familles. Le Parti communiste parlait de 200 familles à l'époque. C'est pas complètement faux. Puis il y a la grande bourgeoisie parisienne qui ne fait pas partie des 200 familles, mais qui vit au crochet de ces 200 familles et qui, au fond, est bien traitée. C'est un peu les ducs et les comtes, ou les marquis. Et puis il y a les sous-chefs qui espèrent un jour accéder et qui donc vendent leur âme pour franchir quelques échelons de plus dans l'échelle et qui se montrent souvent les pires, comme dans les camps, vous savez, les capots étaient les pires, bien pires que les gardiens SS. Donc il y a ce système excentrique de domination qui est exercé par la caste. Je me concentre pour l'instant sur le deuxième cercle, c'est-à-dire pas les 200 familles, mais la grande bourgeoisie parisienne, qui est souvent ce qu'on appelait sous l'Ancien Régime la noblesse de robe et qui sert à protéger les intérêts de la caste, des 200 familles. Voilà. J'en parle aujourd'hui et il y a une troisième question, c'est le lien entre catholicisme et grande bourgeoisie parisienne. Effectivement, ce lien est très fort, il est très puissant pour des raisons historiques, culturelles, puisque vous comprenez bien que le catholicisme défendant l'idée d'un ordre divin, d'un ordre révélé, avec ceux qui ont été choisis par Dieu, ceux qui ne l'ont pas été, le catholicisme défendant la théorie de la doctrine sociale de l'Église, il y a des convergences entre cette idée qu'il y a une caste qui a le droit et puis ceux qu'on protège parce que ce sont des va-nu-pieds, enfin qui sont d'un rang inférieur.
il y a un lien très fort entre cette vision verticale d'un ordre divin qui imprègne le catholicisme et cette vision jupitérienne de la grande bourgeoisie française qui se dit il y a ceux qui sont au-dessus, et puis ceux qui sont en dessous, et tant pis pour eux. Ils souffriront, enfin on va se montrer bienveillant quand même, parce qu'on n'est pas des salauds, voilà, mon œil. Et donc, je reviendrai sur ces sujets, sur ces trois questions, celle de catholicisme, grande bourgeoisie parisienne, sur les sous-chefs, et puis sur tout ce qu'il y a au fond autour de cet univers, notamment dans l'entreprise, quels effets il produit, quels effets la grande bourgeoisie parisienne et sa méthode jupitérienne produit dans les entreprises. J'y reviendrai. Aujourd'hui, je voudrais répondre à la question un peu urgente de comment on fait pour la grand remplacer. Alors, je ne vais pas résoudre cette question extrêmement compliquée et épineuse et au fond sans réponse sans vous, aujourd'hui en quelques mots. Je vais en revanche essayer de traiter à grosse maille la question. C'est d'abord pour dire que le système qui tient la société française, ce système de caste très hiérarchisé avec, je le redis, 200 familles, une grande bourgeoisie parisienne et puis des sous-chefs qui font, et parfois des sous-sous-chefs, ce système, il est très solide, il est très implanté, il est très ancien, et il trouve ses origines dans l'Ancien Régime, en grande partie dans la féodalité, donc il a au fond plus de 1000 ans derrière lui. Si on grattait, on verrait qu'il va même au-delà. Je sais que plein de gens se sont inventés un Ancien Régime heureux. C'est évidemment du n'importe quoi. Sous l'Ancien Régime, l'essentiel des dépenses quotidiennes des Français consistait à s'acheter à manger. Et à l'époque, s'acheter à manger, c'était pas des bananes venues d'Afrique, des mangues ou du foie gras. C'était ce qu'on pouvait. Et quand on avait de la viande, on était content. Alors, je viens de faire un portrait à grosse maille qui appelle beaucoup de nuances et beaucoup de modération. Mais il faut retenir que l'essentiel de la population française sous l'Ancien Régime vivait misérablement. Alors pour des raisons historiques d'ailleurs qui ne tiennent pas forcément au régime lui-même, c'est qu'il n'y avait pas d'industrie agroalimentaire qui permettait de baisser les coûts. Je sais que plein de gens critiquent l'industrie alimentaire, mais enfin elle permet de baisser les coûts. Donc ça n'existait pas à cette époque. Donc on faisait comme on pouvait et la situation était très loin d'être heureuse. Et rappelons-le, à l'époque, la révolution de 1789, elle ne naît pas des francs-maçons, ou pas uniquement des francs-maçons, si vous tenez absolument à dire que ce sont les francs-maçons qui ont fait la Révolution française. La Révolution de 1789, elle naît de l'incapacité de Louis XVI à accepter qu'on vote par tête et non par corps ou par ordre. On rappelle que lorsque Louis XVI, le 1er mai 1789, convoque les États généraux, il y a 3 ordres, la noblesse, le clergé et le tiers-État. Le tiers-État représente 98% du pays, mais il n'a pas plus de voix que le clergé ou qu'il a droit à une voix. Il n'a pas plus de voix que le clergé qui a droit à une voix ou que la noblesse qui a droit à une voix. Et lorsque les membres du tiers-État disent à Louis XVI « nous voulons voter par tête », c'est-à-dire que c'est pas les ordres qui vont compter, il va pas y avoir un vote par ordre, il va y avoir un vote selon les députés, sachant qu'il y a proportionnellement infiniment moins de députés du tiers-État que de la noblesse. Louis XVI, au fond, refuse, enfin non seulement il refuse, mais il est incapable de faire respecter ses décisions. Donc rappelons que tous ceux qui aujourd'hui disent il n'y a plus de démocratie en France, la caste nous écrase, l'Ancien Régime c'était vachement mieux, enfin l'Ancien Régime c'était ça, c'était 2% du pays qui écrasait les 98% restants. Donc moi je comprends pas les bluffeurs, les menteurs, souvent les ignorants qui nous expliquent que c'était vachement bien l'Ancien Régime, sauf que l'Ancien Régime fonctionnait selon les règles de ce que vous détestez aujourd'hui. C'est ça l'étonnement. Alors ce que je voudrais dire, c'est que nous avons face à nous aujourd'hui des héritiers de l'Ancien Régime, d'une noblesse d'Ancien Régime, qui est la grande bourgeoisie parisienne, qui ressemble en vraiment beaucoup de points à cette noblesse, qui est décadente comme elle en 1789. Rappelons que si la Révolution éclate, c'est peut-être parce qu'il y a des francs-maçons, mais enfin majoritairement les francs-maçons sont nobles, et majoritairement les francs-maçons nobles sont consternés par l'état de décadence de la noblesse, de l'aristocratie de l'époque. Ne l'oublions pas, là non plus. Et donc aujourd'hui nous vivons une situation similaire. Quand vous regardez un grand bourgeois parisien, vous dites qu'il n'est que l'ombre de lui-même. J'ai publié hier une photo d'un
de ceux qui fait partie des 200 familles, qui est Arnaud Lagardère. Enfin, il est une bonne illustration de la décadence du reste. Arnaud Lagardère, c'est un héritier qui est profondément incompétent et qui a essentiellement dilapidé l'héritage de son père en voulant montrer qu'il était capable et en montrant chaque jour qu'il était incapable. Cette décadence-là, elle est très forte, comme en 1789. L'inconvénient, c'est qu'il reste un poids de l'héritage. C'est pas parce que ces gens-là sont décadents qu'ils sont incapables de défendre leurs intérêts. Et ils les défendent avec d'autant plus d'âpreté qu'ils sont incapables de vivre en dehors des privilèges. Et donc aujourd'hui, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la grande bourgeoisie parisienne qui tient le régime, qui le fait vivre, qui l'étouffe, qui l'étrangle, qui vit sur son dos, qui le parasite, cette grande bourgeoisie parisienne, je citerai quelques exemples dans mon feuilleton de gens d'ailleurs qui sont entre les deux, qui me font beaucoup marrer, qui jouent aux révolutionnaires, mais qui veulent surtout garder leur appartement. Il y a quelqu'un qui m'a fait une remarque sur Juan Branco, qui a tout fait pour garder son adresse à Saint-Germain-des-Prés, même si il critique la caste et il critique la grande bourgeoisie parisienne. Simplement, il veut continuer à en être. Je ferai une série ironique, pleine de causticité, sur ces gens qui dénoncent la caste, mais qui, pour rien au monde, ne vivraient en dehors de Saint-Germain-des-Prés et qui, pour rien au monde, ne sortiraient de ce système. J'ai quelques noms en tête qui me font beaucoup marrer, d'ailleurs. Mais donc la question, c'est qu'on a face à nous des gens qui sont très organisés, qui sont capables d'envoyer des infiltrés, qui jouent aux révolutionnaires, mais qui, pour rien au monde, ne quitteraient leur adresse à Saint-Germain-des-Prés. Nous avons face à nous une caste qui est au pouvoir, qui est structurée, qui a du patrimoine, qui a des intérêts à défendre, qui a de l'argent et qui ne va pas se laisser faire. Donc la première chose à comprendre, c'est qu'il n'y a pas de baguette magique pour se débarrasser de ces gens-là. Tout ça prendra du temps et ça supposera, quoi qu'il arrive, un rapport de force politique. C'est pour ça que je grogne très régulièrement contre les avachis qui pensent qu'être résistant, c'est faire 3 retweets le soir devant YouTube. Là, vous avez vu, j'ai retweeté Xavier Poussard, j'ai retweeté je ne sais quel autre. Voilà, donc j'ai fait 3 slogans pour dire Macron est un salaud, je suis un grand résistant. Et puis tous ceux qui, comme Verhaeghe, disent c'est plus compliqué que ça, je leur dis donc t'es un collabo. Ces gens-là sont des traîtres de classe, des traîtres de caste. Tous ces Français avachis qui se disent je suis un grand résistant parce que je fais 3 retweets et puis je ne construis pas de rapport de force politique dans la durée, ce sont les ennemis de l'intérieur. Et ces avachis-là sont des dangers pour nous. Macron les utilise, alors notamment en envoyant des infiltrés qui passent leur journée à dire Macron est le diable, Macron a une puissance diabolique, et puis vous avez du con, de l'abruti qui retweet ah ouais Macron c'est le diable et je suis un grand résistant, et tous ceux qui introduisent des nuances sont des traîtres. Ce système-là est très efficace et aujourd'hui notre principale faiblesse parmi ceux qui veulent un autre système, ce sont les avachis. Ce sont ceux qui parmi nous se disent mais résister ça se limite à faire 3 slogans, 3 retweets sans nuance, binaire, et puis on a fini, on va se coucher et on n'a pas le temps de construire dans la durée et de toute façon on ne peut rien faire monsieur, vous comprenez, ils sont trop puissants. Aujourd'hui, notre enjeu, si nous voulons remplacer la bourgeoisie française, c'est de tuer l'avachissement et d'élever les esprits à la conscience politique pour construire un rapport de force dans la durée. Ça demande énormément de boulot, c'est très ingrat, c'est beaucoup de patience, c'est beaucoup d'énergie et ça ne peut pas se faire tout seul, ça suppose l'implication de tout le monde. Voilà. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore assez de Français pour s'engager ? Je ne sais pas. Deuxième étape sur laquelle je m'allongerai, parce que je ne parlerai pas plus d'un quart d'heure, je m'allongerai sur cette deuxième étape plus tard, mais la deuxième étape, c'est construire des groupes locaux de sécession. Parce que ce qu'il faut, c'est que nous ayons un modèle de société alternatif prêt pour le moment où la société, telle qu'elle existe, telle qu'elle est contrôlée et dominée par la grande bourgeoisie française, le moment où cette société-là s'écroulera, il faut que nous ayons un modèle alternatif prêt et en état de fonctionnement. Sinon, nous ouvrirons la porte au totalitarisme, à tous ces dissidents qui sont aujourd'hui des grands verticalistes, des grands défenseurs d'une société qui sera tout aussi verticale que la société de la grande bourgeoisie parisienne et qui parfois rejoindra ses intérêts. Je pense à un Emmanuel Todd qui est un produit de la grande bourgeoisie parisienne, qui est très proche de la vision poutinienne du monde. Et si notre société s'effondrait aujourd'hui, eh bien, un Todd
qui vient de la grande bourgeoisie parisienne, qui n'a jamais voulu rompre avec elle, qui lui a toujours ciré les pompes jusqu'au bout, eh bien, il rétablira, il participera à ceux qui rétabliront une société de domination verticaliste et au service, au fond, des anciens intérêts remaquillés, remarketés. Et donc, il est indispensable que ceux qui ne viennent pas de la grande bourgeoisie française dissipent leurs illusions, leur fascination pour cette grande bourgeoisie et se mettent à construire en dehors d'eux, tout petit à petit, pas à pas, mais un modèle efficace et un modèle durable. Voilà. Posez-moi des questions s'il vous plaît, parce que j'ai trouvé vos réactions, vos commentaires à ma précédente vidéo très utiles. Ça m'intéresse de continuer à construire avec vous et de répondre aux questions. Puis je fais un peu de provocation, donc ça nourrit le débat. À très vite mes amis.